En 1945, un vent nouveau souffle sur la France. Un souffle de vie, celui d'une société nouvelle. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce sont l'ensemble des cotisations payées par tous les Français qui constituent les recettes de la sécurité sociale. Héritée des générations qui nous ont précédés, à nous de la préserver et de la transmettre aux générations futures. La sécurité sociale, citoyenne et solidaire depuis 80 ans. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour cette deuxième séquence de l'après-midi des grands dossiers de la protection sociale, avec toujours cette question de fond, 80 ans de la Sécu, l'heure des comptes, point d'interrogation. Et là, nous avions une séquence qui était peut-on redresser les comptes de la sécurité sociale? Nous avions 3 intervenants. Visiblement, 2 des 3 intervenants ont répondu de manière plutôt négative à ce stade à cette question, puisqu'ils sont absents pour raison de maladie, il a eu juste la grippe. Et donc, nous avons la chance et l'honneur d'avoir en fait Nicolas Dufourcq, donc, qui est directeur général de BPI France. Nicolas Dufourcq, et qui va participer avec moi à cette table ronde. Alors tout de suite, parce que là on est, pour les plus anciens d'entre nous, je vais jouer un peu à Bernard Pivot dans Apostrophe. En fait, il se trouve que Nicolas Dufourcq sort un livre qui fait un nombre de pages impressionnant, mais il en a écrit 200, et ensuite ce sont en fait des interviews avec des responsables politiques et administratifs. Un livre qui est La dette sociale de la France, 1974-2024. Et je pense que c'est un livre événement donc, qui sort après-demain. Voilà, je vous passe tout de suite votre livre, parce qu'il est à vous. Et on va tout de suite commencer par peut-être une question. Nicolas, si vous voulez bien, c'est au fond, vous, directeur général de BPI France, hein, on a l'habitude de vous voir plutôt sur des événements type Big, hein, Big 2025, c'est ça, hein, moi j'ai vu là où Julien Damon faisait chanter Joyeux anniversaire à un public de patrons. Mais au fond, vous et la Sécu, c'est quoi l'histoire? Racontez-nous. J'ai une histoire personnelle, c'était que j'étais le directeur de cabinet adjoint de René Tolade. Donc c'était à l'été 92, automne, hiver 92-93, dans des moments particulièrement difficiles, puisque c'est l'époque où la Sécu a connu sa première grande crise systémique depuis 1945, en fait, hein, et qui était la conséquence de la guerre du Golfe, qui elle-même avait entraîné un ralentissement économique hyper brutal. À l'époque, la Sécu était essentiellement financée par des cotisations sociales, et il se trouve que la masse salariale a commencé à ralentir, puis s'arrêter, et même passer en territoire négatif au mois de décembre 1992, de sorte que les prévisions que j'étais chargé de faire et d'amener à Matignon à mon ami Christophe Champy, conseiller social de l'époque, et puis au Premier ministre Pierre Bérégovoy, se dégradaient de semaine en semaine. Et c'était l'époque que j'ai gardée de manière extraordinairement intense dans ma mémoire, où nous partagions tous une espèce d'obligation et de responsabilité autour de l'équilibre des comptes sociaux. C'était la règle d'or évidente. Elle n'était remise en question par personne. Il n'était même pas nécessaire de le rappeler, hein. Et on a évoqué la possibilité d'augmenter la CSG. Pierre Bérégovoy a considéré qu'il n'avait pas la majorité à l'époque. Il faut se souvenir que le Parti socialiste n'avait qu'une majorité relative. Et puis ensuite, Pierre Bérégovoy a décidé de transférer 20 milliards à l'époque de francs de l'État aux caisses de la Sécu pour équilibrer la Sécu, car il ne souhaitait pas léguer à son successeur une sécurité sociale en déficit. Ça supposait un plan d'économie drastique dans l'État de 20 milliards de francs. Et enfin, nous avons poussé l'idée d'un fonds de réserve des retraites qui s'appelait le Fonds de garantie des retraites, qui était une amorce de capitalisation à la française dans laquelle on mettait toutes les participations publiques de l'époque, dans lesquelles il y avait des grands groupes comme les AGF, UAP, enfin des choses qui ont été privatisées ensuite par Balladur. Donc un moment d'une hyper-intensité qui, moi, m'a marqué. Pourquoi? Parce que la règle d'or de l'équilibre des finances sociales s'imposait à tous. Et puis quand j'ai vu en sortie de Covid que tout le monde avait oublié cette règle-là, et que j'étais par ailleurs, en tant que directeur général de la BPI, un peu en charge quand même, avec d'autres,
des grands équilibres économiques du pays, je me suis dit que tout ça allait mal finir. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est toujours l'économie qui trinque quand on oublie la règle d'or de l'équilibre des finances sociales. Et je me suis souvenu de 92. Et j'ai voulu, même pour moi-même, comprendre comment, par quel glissement progressif, j'allais pas dire du plaisir, mais plutôt de l'irresponsabilité, on avait oublié la règle d'or de l'équilibre des finances sociales entre 92 et 2022. Et j'ai voulu interroger ceux qui avaient vécu cette période-là et qui avaient été aux responsabilités pour que eux me donnent la réponse à cette question-là. Faisons l'histoire de l'oubli, la règle d'or. Et pour vous, quelles sont les grandes étapes de l'histoire de l'oubli, de la règle d'or? Et au fond, les grandes étapes de l'oubli du tragique, en fait, hein, parce que quand on tient à la règle d'or, c'est qu'on sait que le tragique existe. Et puis quand on l'oublie, c'est qu'on oublie que le tragique existe. C'est-à-dire qu'un État-providence peut s'effondrer sur lui-même, comme c'était le cas de celui de l'URSS en 1991. Voilà comment ça a commencé, par une première interview avec un absent d'aujourd'hui, Dominique Libaud. J'ai commencé par lui, et puis ensuite Jean-Marie Speth, et puis ensuite, de fil en aiguille, les directeurs de la Sécu, les directeurs du Trésor, les directeurs du budget, les ministres des Affaires sociales, du budget, des finances, les premiers ministres et les présidents de la République de toute cette époque, pour leur poser toujours la même question. Racontez-moi votre vie avec la dette. Hein? Alors, c'est aussi une manière de répondre ensuite à l'autre question qui est, mais d'où viennent ces 3 500 milliards d'euros de dette? Posez la question aux Français aujourd'hui, pratiquement personne ne peut vous répondre. On n'a pas expliqué d'où venaient ces 3 500 milliards d'euros de dette. Or, ils viennent pour 2 000 milliards, à peu près 60% des prestations sociales. De sorte que le titre de ce livre s'est imposé peu à peu. Quand j'ai commencé à l'écrire en décembre dernier, il n'était pas dit du tout qu'il s'appellerait la dette sociale de la France. Il devait normalement s'appeler Histoire de l'oubli de la règle d'or. Hein? Et puis peu à peu, m'apercevant que la dette sociale, c'est le cœur du problème de la dette française, je me suis dit que peut-être, au fond, on avait face à nous un des secrets de famille de la France. Quelque chose qu'on n'a pas dit aux gens, mais qui est tel qu'à chaque fois que vous en parlez, les gens vous disent « Ah ben tu savais pas, toi ?» Ben non, moi je n'avais pas conscience du fait que la dette était une dette sociale. Ça, c'est la définition d'un secret de famille. Hein. Voilà, donc la dette sociale de la France, 74-2024, c'est 50 témoignages de gens qui disent « Ah ben tu savais pas, toi ?» C'est impressionnant. Hein. Et ensuite, un narratif que j'ai écrit moi-même, où il y a toute la séquence causale, en fait, de 74 à 2024, semestre par semestre, de l'augmentation de la dette. Hein, par les retraites, par la maladie, par les minima sociaux, par les allègements de charges, par le traitement social du chômage, par tout ceci qui était au début essentiellement financé, et à la fin, de moins en moins, puisque au début, le social français était financé par de la dette à hauteur de 1%, ça c'est 1980, et aujourd'hui c'est 10%. Ce qui veut dire que aujourd'hui, chaque mois, 3 jours sont financés par la dette. De tout ce qui sort des caisses de retraite, des CAF, des CPAM, de l'UNEDIC, et de manière plus générale, tout ce qui sort de la protection sociale et qui prend la forme de prestations, 3 jours sur 30 sont financés par de la dette aujourd'hui. Alors, il y a un paradoxe quand même, c'est que dans cette histoire, depuis 1974, oui. On a créé une caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est-à-dire que la dette sociale, c'est peut-être un secret de famille, mais c'est quelque chose qui concerne, tout le monde aujourd'hui voit contribution pour le remboursement de la dette sociale sur ses fiches de paye. Ça date de 1996. Oui. Et donc, on a fait cet effort de cantonner la dette sociale, de ne pas la mélanger avec la dette de l'État. D'ailleurs, pendant la crise Covid, il y a eu cette idée que la dette sociale, que la dette des régimes de sécurité sociale, au fond, elle aurait dû être transférée à l'État, parce que c'était un moyen, au fond, d'avoir la vérité des comptes. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, on a une CADES qui porte cette dette sociale. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Alors, le paradoxe, c'est que
on a, mais ça c'est toute l'histoire de la protection sociale française finalement, hein, pour ceux qui ont travaillé, on est nombreux ici j'imagine, et ceux qui me regardent, soit dans les organismes de sécurité sociale, soit venus de Ségur, confrontés à cette spécificité française. Vous avez une sécurité sociale, donc avec un régime général, des branches créées par les ordonnances de 1967, plus ou moins de paritarisme selon les époques, plus ou moins d'onction électorale selon les époques, mais enfin un périmètre bien circonscrit qui va constamment essayer de prouver qu'ils sont sérieux et que donc ils s'équilibrent, hein, quitte à aller chercher des ressources de la part de l'État par des transferts de plus en plus importants. Ou quitte à augmenter massivement les cotisations, comme c'était le cas dans les années 70-80, quitte à bénéficier d'une contribution sociale généralisée, et puis un jour, quitte à bénéficier, depuis Alain Juppé, d'une TVA sociale. Donc, nous, on est sérieux, on est équilibré. Bon, ce faisant, on pompe de plus en plus sur les ressources de l'État, hein, des impôts qui n'étaient pas faits pour ça. On fait l'objet de transferts et de remboursements significatifs de la part de l'État depuis la loi de 1996, Simone Veil, qui impose que tous les allègements de cotisations sociales... 94. Pardon, 94, pardon. Que tous les allègements de cotisations sociales soient remboursés par l'État. Mais on continue de maintenir la fiction qu'il y a un périmètre social sérieux, celui de la règle d'or, et on ne parle pas de l'autre. Hein, on ne pointe pas du doigt, on n'en parle pas. Or, l'autre périmètre social, c'est les retraites de la fonction publique, les subventions aux régimes spéciaux, c'est le traitement social du chômage, c'est la pauvreté avec les minima sociaux, c'est une partie de la politique familiale quand même très importante, c'est les aides au logement, avec le bouclage des aides au logement à partir de Michel Rocard, c'est le handicap massif, 50 milliards aujourd'hui, grosso modo, voilà, c'est ça, hein, qui représente donc 20% du budget de l'État. Donc à l'intérieur du budget de l'État, il y a une autre sécu qui représente 20% du budget de l'État. Et elle est donc financée par de la dette depuis 1974, celle-là. C'est ça. Mais on n'en parle pas, elle n'existe pas. C'est l'autre dette sociale. C'est tous les débats qu'il y a eu sur quel est le déficit exact des régimes de retraite. Un débat récent. Absolument. Et donc, en fait, on découpe la protection sociale en deux. Une protection sociale dite contributive assurantielle, alors qu'elle l'est de moins en moins, parce qu'en réalité, elle est ultra redistributive. Enfin, on la grime en assurance, on continue de parler des assurances sociales. Bon, les années passant, peut-être de moins en moins, on dit la Sécu. Hein. Et puis de l'autre côté, une deuxième Sécu, donc une protection sociale qui est cette fois-ci purement assistentielle, et qui est en plein développement, mais dans laquelle vient se nicher un petit bout de soi-disant assurantiel, qui est la retraite des fonctionnaires, mais qui ne l'est pas du tout. Hein, et qui est en réalité une pure dépense publique. Hein, régime de base et régime complémentaire des fonctionnaires. Voilà. Et on ne présente pas aux Français la consolidation des deux. Et donc on ne présente pas aux Français le fait que, quand on consolide les deux, il y a une grosse dette sociale, qui n'est pas la petite dette sociale de la CADES. Voilà. Alors ensuite, il y a la CADES. La CADES, donc moi je peux vous raconter comment en 92-93 on s'est posé la question de l'endettement, évidemment. La réponse qui avait été apportée par Bérégovoy et par Christophe Champy, son conseiller social, c'était « nous ne sommes pas l'Argentine. Hein, nous ne ferons pas ça. Et donc, il faudra que nos successeurs, puisqu'on n'a pas pu le faire nous, augmentent la CSG très significativement, augmentent les recettes, ce qui est le cas. Voilà. Bon. Ou réduisent les prestations, mais en tout cas, nous ne sommes pas l'Argentine. Il est hors de question de créer une caisse d'amortissement de quoi que ce soit. Et puis, 93, c'est la défaite électorale, terrible. Enfin, terrible, même comme on n'a jamais vu de défaite électorale s'accomplir sous la Ve République, hein, puisque la droite emporte 473 sièges, quand même considérable, et le Parti socialiste se retrouve pratiquement détruit, avec de mémoire 60, moins de 60. Ouais, 57 députés, quelque chose comme ça. Et donc la gauche est totalement à terre, Balladur arrive, fait sa réforme des retraites entre chien et loup dans l'été, par décret. Hein. La maladie, en fait, la maladie peut attendre, puisque Balladur se déclare assez rapidement candidat à la présidentielle, et les efforts de redressement s'arrêtent. Et quand la présidentielle arrive en 1995, les comptes sont donc toujours extraordinairement dégradés.
Et en dépit de la campagne sur la fracture sociale, campagne de gauche faite par un président de droite, les équipes qui arrivent aux affaires découvrent la nécessité de faire un plan de redressement de la sécurité sociale et découvrent que des déficits considérables ont été accumulés, dont la traduction en liquidité et en trésorerie elle n'est pas tenable puisqu'ils sont stockés à la COS. Hein, voilà. Et revient donc cette idée de soit transférer ce bloc de dette qu'en fait on considère comme attribuable à la guerre du Golfe et donc non reproductible. C'est l'époque, on est après la réunification allemande, l'URSS est tombée, Maastricht vient d'être signé en février 92. Et donc, Fukuyama publie ses écrits, la Terre est plate, l'histoire s'est arrêtée, la mondialisation commence. Et il y a eu une guerre. Bon, c'est une guerre d'avant. C'est la dernière guerre. La guerre du Koweït, c'est dans l'esprit des gens de l'époque, c'est la dernière guerre. Hein, une guerre absurde, mais c'est la dernière. Voilà. Donc, il n'y aura plus d'autres chocs géopolitiques. Donc, comme ça a été une guerre exceptionnelle, absurde, courte, mais coûteuse, on va la mettre dans une caisse. Et cette caisse, on va l'amortir à l'intérieur d'une génération. Il ne sera pas dit qu'on aura transféré de la dette à la génération d'après. Hein, donc 13 ans. Tout est construit pour que ça soit à l'intérieur d'une génération. On va créer la CRDS, qui sera une taxe punitive qui rappellera sur le bulletin de salaire des Français le crime de l'endettement de la sécurité sociale. Et donc sur le bulletin de salaire des Français, il y aura écrit plus jamais ça. C'est ce que veut dire la CRDS. Hein. Et si d'aventure un jour on devait recharger la caisse, il faudrait un vote du Parlement, avec un débat très fortement teinté de morale intergénérationnelle. Bon. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Bah non. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé la tubulure permettant de mettre de la dette dans la sécurité sociale, évidemment, tout le monde s'est engouffré là-dedans, avec des recharges successives qui sont devenues cette fois-ci non pas intragénérationnelles mais intergénérationnelles, dans des proportions de plus en plus importantes. La première recharge de mémoire étant 20 mois après la création de la CADES, avec pratiquement pas de débat au Parlement, contrairement à ce qui avait été pensé par Baron et Durlement quand ils ont créé la CADES, hein, et Tavernier. Le Parlement a utilisé cette infrastructure pour créer une adduction qui est devenue une addiction en fait de la sécurité sociale à la dette. Hein. Voilà. Donc la dette sociale dont je parle là, c'est la somme de la dette utilisée pour financer les 20% de dépenses sociales de l'État et la dette utilisée pour financer la sécurité sociale. La sécurité sociale. Il y a des réactions, c'est ça que je regarde sur mon écran. C'est pas parce que c'est pas inintéressant, c'est pas parce que c'est pas inintéressant. Ce que vous dites, effectivement, c'est des questions qui disent, des réactions qui disent, oui, il y a le concept de la dette sociale qui est plus large que le concept de la dette de la sécurité sociale. Et c'est vrai que pour les dirigeants, cadres supérieurs, agents des organismes de sécurité sociale qui nous écoutent, qui nous regardent, eux, ils ont l'impression que d'une certaine manière, il y a un périmètre qui est restreint, qui est celui de la sécurité sociale, où au fond, c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que la gestion par rapport à l'attribution recettes-dépenses, elle ne se passe pas dans les si mauvaises conditions que cela, et qu'au fond, c'est pas de leur faute entre guillemets si par ailleurs il y a une dette cachée qui est une dette État en fait. Oui, absolument. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette réaction-là. C'est-à-dire que je pense que pour collectivement résoudre notre problème, il faut surtout dépassionner la question, dépolitiser la question et ne pas chercher de responsables. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher des gens qui ont mal fait ou bien fait. Il ne faut pas chercher à pointer quiconque du doigt, en réalité. C'est le dispositif français dans lequel on a créé un voile d'ignorance sur la réalité des comptes sociaux du pays qui mérite d'être questionné. Et ce voile d'ignorance, il vient de la découpe ultra-politique, pour le coup, mais artificielle, entre un périmètre dit de sécurité sociale issu de 1945, géré par les partenaires sociaux, créé à une époque où il n'y avait ni chômage, ni imaginaire de croissance de 20 ans d'espérance de vie. Hein. Et donc une époque qui est un monde disparu. Hein. Et puis, l'autre protection sociale, qui est une protection sociale d'État,
On appelait ça le paternalisme avant, quand c'était patronal. Ça a été entièrement transféré à l'État et qui a pris des proportions gigantesques à partir de Giscard d'Estaing. Hein. Or, c'est les deux qui font la protection sociale française. À ceci s'ajoute le fait que aujourd'hui, le budget de l'État est composé à 60% de transferts, soit vers la Sécu, soit vers les collectivités locales. Donc le budget de l'État est devenu un budget de transfert. Donc la sécurité sociale reçoit soit directement beaucoup de l'État, soit reçoit des impôts d'État, qui n'étaient pas faits pour ça. Encore une fois, quand vous avez une partie des taxes de production des entreprises qui vont à la Sécu, quand vous avez une partie significative maintenant de la TVA qui va à la Sécu, c'était pas du tout fait pour ça. Hein. Voilà. Donc la frontière claire des années 60-70 entre État et Sécu a volé en éclats. Comme elle a volé en éclats et qu'en plus la tubulure entre les deux change à chaque loi de finances, à chaque PLFSS, on rajoute une tubulure de plus. On demande à la CSG d'aller financer, par exemple, de mémoire, le Fonds de réserve des retraites. Hein. Donc, et chaque année, ça change. Donc, moi, ce que je dis, c'est autant s'affranchir de la connaissance de tous ces détails, on fait la somme de tout, on regarde quel est le pourcentage des dépenses sociales, c'est 58%, et on applique le 58% à la dette totale contractée. Hein. Puisqu'en fait, il y a maintenant... porosité totale entre les comptes des uns et des autres. Et 58% de la dette, ça donne les 2000 milliards de dettes sur 3500 en fin d'année. Alors, justement, on aborde une question que je voulais poser, qui est la question de la pédagogie. Comment on fait pour améliorer la pédagogie? Comment on fait pour mieux faire comprendre aux Français, je dirais, le problème, l'ampleur du problème? D'abord, on dit ce que j'essaye de dire, hein, c'est-à-dire que Françaises, Français, on vous a beaucoup dit que les 3500 milliards de dettes, c'était soi-disant le train de vie de l'État et le salaire des fonctionnaires. Peut-être des investissements, un peu de TGV, un peu de ci, un peu de ça. Mais non, c'est pas le train de vie de l'État, c'est pas le train de vie de l'Élysée et des ministres, comme on peut l'entendre quand on va dans son salon de coiffure. Hein. C'est des prestations sociales, c'est-à-dire en fait un crédit à la consommation permettant de financer du pouvoir d'achat pour les bénéficiaires, semaine après semaine. Donc c'est là où, pour le coup, on touche au tragique, c'est que, et il n'y a pas qu'en France, hein, évidemment, au fond, tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis, la dette américaine, c'est essentiellement du Medicaid et du Medicare. C'est les prestations de santé, de sécurité sociale américaines qui sont financées par de la dette et qui expliquent l'explosion de la dette américaine. Donc un peu partout en Occident, sans trop s'en apercevoir, et en tout cas sans vouloir le dire très clairement, en particulier à la représentation parlementaire, hein, on s'est endetté pour financer du pouvoir d'achat des classes moyennes et du bas des classes moyennes. C'est très clair. Donc on va commencer par le dire. Parce que tant qu'on ne l'aura pas dit, c'est ce que j'appelle le secret de famille, on ne pourra pas avancer. Donc c'est plus que de la pédagogie, là. C'est un peu l'éléphant dans la pièce qui est tout simplement parce qu'on arrête l'image du film. Donc tout d'un coup, l'éléphant se fige et on le voit. Ensuite, quand il va falloir que la société fasse sur elle-même un travail pour résoudre ce problème, qui est un problème collectif, hein, il va falloir beaucoup de pédagogie locale. Il va falloir beaucoup de porte-à-porte pour expliquer, convaincre, raconter, apaiser, calmer, décolérer, etc. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était du temps des États généraux de la Sécurité sociale, du temps de Philippe Séguin. 1987. 1987, la baleine. Tous les préfets s'y sont mis, il y a eu des conférences, il y a eu une espèce de grand débat autour de la Sécu. Hein. Des propositions sont montées. Donc, voilà, un travail on va appeler ça de la guide propre, en fait, hein, mais au sens positif du terme, a été fait. Plus jamais depuis. Un petit peu au moment du livre blanc. Le livre blanc a fait l'objet d'une publication en livre de poche. Il avait eu un gros tirage. Les gens l'avaient acheté. Et d'ailleurs, à tel point que quand Balladur a fait sa réforme en 93, beaucoup de Français pensaient qu'elle avait déjà été faite. Simplement parce que visuellement, le livre de poche était dans les librairies. Les Français ne savaient pas qu'il n'avait pas été appliqué. Hein. Mais ça répond un peu à ta question. C'est-à-dire que pour faire bouger les choses en réalité, il faut qu'il y ait du physique. Il faut que ça soit visuel, incarné, à hauteur d'hommes et de femmes, dans les territoires.
quand Schröder a fait ces grandes réformes qu'on a appelées les lois Ars 1, 2, 3, 4, l'administration fédérale allemande a recruté 3000 missi dominici et qui ont parcouru toutes les villes allemandes pour faire des conférences, expliquer pourquoi on faisait les lois Ars 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, ça ne se fera pas par une production décrétale descendante. Même la télévision, dans les années 70, faisait la pédagogie. Moi, pour mon bouquin, je me suis amusé à regarder Roger Gicquel et Daniel Bilalian. Pour ceux qui sont de ma génération, vous vous souviendrez. Ils en parlaient. Et donc, il y avait au JT, on parlait de la Sécu. Et ça a totalement disparu, ça. C'est-à-dire que tout ça est devenu une sorte de construction gigantesque d'opacité gratuite, qui fait que vos enfants, mes enfants, n'ont pas eu l'éducation civique leur permettant de comprendre quels sont les mécanismes de la montre suisse de la protection sociale française. À l'époque, dans les années 70, Gicquel parlait, et ses homologues parlaient des raisons pour lesquelles on augmentait la cotisation, pour lesquelles on déplafonnait la cotisation maladie. C'était au JT de 20 heures. Hein. Et on donnait des exemples, on interviewait le cadre, on interviewait la ménagère. Qu'en pensez-vous? Voilà, tout ça va devoir recommencer. En fait, il faut reprendre les choses là où elles se sont arrêtées il y a longtemps. Donc, pédagogie. Alors, après, est-ce que si on commence à regarder plus précisément qu'est-ce qu'il faut faire, hein, une fois qu'on a les symptômes, une fois qu'on a le diagnostic, on demande au docteur Dufour quels sont les moyens finalement d'essayer d'éviter au moins un accroissement de la dette sociale. Soyons modestes. Eh bien, c'est tout le débat autour du budget 2026. En fait, bon, le social, c'est 60% du budget. Donc le budget, c'est le budget social. Hein. Sachant que la défense est maintenant sanctuarisée. Donc une fois qu'on a sanctuarisé la défense et dit que le social, c'était 60%, bon, il s'ajoute les intérêts de la dette, qui eux-mêmes représentent une partie significative, et on a compris que le débat allait se concentrer là-dessus. Donc la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est un spasme de plus dans le feuilleton qui a commencé il y a 50 ans. Hein, et ce n'est pas le dernier. Alors, on sait bien que pour stabiliser la dette, il faut revenir à un solde primaire positif. Il faut 120 milliards. Là, on parle d'un énorme spasme qui frôle la crise de régime pour une quarantaine de milliards. Avec des positions colériques de tous côtés. Donc, avant de parler de solutions techniques, de toute façon, il va falloir décolérer le truc. Sinon, malheureusement, la dette va continuer de grimper, et grimper à gros bouillon, hein, puisqu'on a démarré l'année à 3300, hein, on va terminer à 3500. Donc on est sur des volumes de dette annuelles supplémentaires qui sont absolument gigantesques. Alors, une fois qu'on aura construit les conditions politiques pour qu'on puisse se parler calmement sans s'invectiver, un peu comme tout, ces foules qui se lancent des anathèmes sur un bateau qui fonce dans l'iceberg, quand même, hein, c'est ça l'image que ça donne aujourd'hui. Et pour pouvoir parler calmement, quelles sont les solutions dans une société, une France qui vieillit vite maintenant, hein, et qui a d'abord beaucoup vieilli déjà depuis une quinzaine d'années, mais qui maintenant va vieillir de plus en plus vite, avec 11 millions de plus de 75 ans dans une dizaine d'années, sans parler des centenaires, des millions de nonagénaires, l'explosion des maladies chroniques, couvertes à 100% dans le régime des ALD. Enfin, rien de tout ça n'est soutenable. Hein. Quels sont les curseurs? Bon, alors, je vais peut-être être provocateur, mais d'abord, je vais dire une chose, c'est que tant qu'on ne s'est pas mis autour de la table pour commencer à se mettre d'accord sur la nécessité de ralentir le galop furieux de la dette sociale, il faut peut-être qu'on arrête de rajouter des droits. Hein, on en a créé énormément. Ce sont des miracles. Chacun des droits est légitime. Simplement, je pense qu'il faut décréter une pause. On pose des nouveaux droits. Hein, et en particulier des droits à remboursement de ci, de ça, qui sont arrivés encore dans les 3 dernières années et qui sont extrêmement généreux. Hein.
Je pense à la couverture des prothèses auditives, des prestations dentaires, je pense au remboursement des produits de contraception pour les 18-25 ans, les fauteuils électriques pour les handicapés, tout ça c'est très très bien. Mais quand on est à 10% de dette sur prestations sociales, il y a un moment, on doit décréter la pause de ces droits-là. La demande est infinie. La demande est infinie, c'est Foucault qui avait écrit un magnifique texte. Demande infinie, moyen fini, on fait comment? Bon, on commence par domestiquer la demande infinie. Hein, et on s'interdit d'aller plus loin tant qu'on n'a pas trouvé les grandes solutions. Or, les grandes solutions, elles vont porter inévitablement sur la maladie et sur la retraite. Sur la retraite, je l'ai dit l'autre jour, dans un hebdomadaire, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter la durée de cotisation et la durée d'activité dans la vie. Pas d'autre solution. Hein. On bénéficie d'un miracle qui est l'allongement de l'espérance de vie. C'est une bonne nouvelle. L'espérance de vie en bonne santé augmente. Tout ça est la conséquence de la révolution pastorienne, de la révolution du soin et la conséquence directe de l'État-providence. Donc c'est l'enfant de l'État-providence. La liberté d'être plus vieux en bonne santé, elle a une conséquence, c'est qu'on doit rester actif plus tard. Donc en particulier, ce que les fondateurs de 1945 n'avaient jamais imaginé, à savoir que grâce à l'espérance de vie en bonne santé et à la réforme de 1982, on permettrait à des millions de Français d'avoir, au fond, une dizaine d'années de loisirs avant la vieillesse, de 60 à 70 ans, payés par la collectivité nationale, et en particulier par la dette. Ça, je pense que ça n'est pas durable. Ça n'est pas durable. Pas plus en France qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'au Danemark, qu'en Italie, que partout. Donc, ceux que j'appelle les émérites ou les experts, la force de l'âge, de 60 à 70 ans, doivent rester connectés au monde du travail. Hein. 60, 70 ans. Et puis, on peut peut-être rappeler que si on avait le même taux d'activité en France que celui qu'on constate en Allemagne, oui, on aurait au moins largement 15 milliards d'euros en moins à chercher chaque année. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la question du taux d'activité. Hein. Aux États-Unis, mais en Europe du Nord également, vous avez une proportion très importante de retraités qui cumulent retraite-emploi jusqu'à 75 ans. Et qui ont donc des compléments d'activité qui restent significatifs, notamment pour les travailleurs indépendants, les médecins, les psychiatres, des avocats qui continuent leur pratique et qui sont dans une santé tout à fait correcte, en fait, hein, leur permettant de rester actifs. Plus ils restent actifs, d'ailleurs, plus ils sont en bonne santé. Hein, puisqu'en fait, il est quand même assez relativement établi que le jour où vous prenez votre retraite, vous devenez un tout petit peu plus vieux. Et pas mal de choses démarrent ce jour-là. Et donc, l'équation des belles années que nous avons vécues depuis 40 ans, qui est j'essaye de devenir adulte le plus tard possible en prolongeant mes études et devenir vieux le plus tôt possible en partant à la retraite le plus vite possible, cette équation, elle est fatale à l'État-providence. Or, on a tous un devoir de protéger cet État-providence comme on protège la nature. Moi, j'appelle ça l'écologie de l'État-providence. L'État-providence qu'on a construit est un espèce de miracle. Il faut le sanctuariser comme on parle de quelque chose de saint, S-A-I-N-T. Et donc, on ne doit pas le surexploiter. Or, imposer à l'État-providence de financer le loisir de ceux que j'ai appelés les faux vieux, hein, ça s'appelle exploiter l'État-providence comme on exploite la nature. C'est pas bien. Donc, voilà. Donc la retraite, je pense, la retraite, les paramètres sont simples. Hein. C'est évidemment l'allongement de la durée d'activité dans la vie, mais de manière juste, hein, c'est-à-dire en tenant compte, bien entendu, de ceux qui ont démarré très tôt, qui ont eu des vies difficiles, des ouvrières qui travaillent dans les usines agroalimentaires par grand froid, naturellement, hein, mais qui sont loin de la majorité de la société française. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, 40% des cadres partent avec le dispositif carrière longue, ce qui est quand même un scandale quand on est endetté à ce point. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Ça fait partie des scandales du moment, qu'on ne peut plus se payer. Ensuite, il y a la maladie. Alors, la maladie, là, il va y avoir un vrai débat. Il faut augmenter le reste à charge. C'est ma position. Hein. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et la mystique de la réduction, puis de la suppression du reste à charge, en fait, se retourne contre l'État-providence.
on ne peut pas avoir une société dans laquelle les retraités constituent du patrimoine en croissance jusqu'à 75 ans, commencent à consommer un peu le patrimoine ou à le transmettre après 75 ans, mais on conserve encore beaucoup, tout en demandant la couverture à 100% par la société de l'ensemble de leurs soins parce qu'ils ont une maladie chronique. Il faut trouver le moyen de faire contribuer nos aînés par l'épargne qu'ils ont accumulée, 19% du PIB quand même, hein, une épargne absolument gigantesque, à la couverture de leur sujet d'autonomie ou de leurs soins. Donc il faut réaugmenter le reste à charge. Aujourd'hui, il est de 5%. Et pour réaugmenter le reste à charge, ensuite se pose une vraie question qui est cette fois-ci une question politique. Hein. Est-ce qu'on le réaugmente pour tout le monde? Donc c'est les forfaits par boîte de médicaments, etc. Ou bien est-ce qu'on fait le bouclier sanitaire? Ça, c'est une question qui est devant nous. Hein. Et il va y avoir deux tenants. Des gens qui vont dire la redistribution, ça suffit. On est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. Il va y avoir une fatigue de la redistribution. Hein. On a déjà 57% de dépenses publiques, 47% de prélèvements obligatoires. On ne peut pas aller plus loin. Et puis il y a ceux qui disent on peut encore faire le bouclier sanitaire, sous conditions de ressources. Hein, Fragonard, Briey, etc. Mais alors, le bouclier sanitaire, attention, hein, c'est parce que ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que, et d'une certaine manière, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes très attaché à la sécurité sociale, vous considérez que c'est bien sûr. C'est quelque chose c'est notre civilisation fondamental, et c'est une très très belle réussite. Oui. Et c'est justement au nom de de cet idéal sécurité sociale que vous écrivez, que vous sortez ce livre. Mais sur le sujet du bouclier sanitaire, là, est-ce qu'on ne remet pas en cause un principe fondamental de la Sécu, qui est je cotise selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. Là, le bouclier sanitaire, c'est que je vais recevoir selon finalement mes moyens. Le bouclier sanitaire, ça consiste à dire que le reste à charge qu'on va vous demander, il dépendra de vos moyens. Donc si vous êtes un ouvrier, votre reste à charge sera relativement faible et à partir du mois de février, vous serez remboursé à 100%. Si vous êtes un cadre, votre reste à charge sera plus élevé et vous serez remboursé à 100% à partir du mois de septembre ou à partir du mois de juillet. Hein. C'est quelque chose qui se conçoit. Moi, je trouve que ça reste, de même que la mise sous condition de ressources des allocations familiales, finalement, ça reste explicable. Compatible. Ça reste explicable et compatible avec l'imaginaire. Parce que pour le reste, moi je veux bien qu'on revienne à l'idée que d'un côté il y a l'assurantiel et de l'autre côté il y a l'assistentiel. Enfin, ça fait quand même très très longtemps qu'on n'est plus dans l'assurantiel. L'assurance maladie n'est pas assurantielle. Depuis qu'on a déplafonné les cotisations, elle n'est plus assurantielle, elle est ultra redistributive. Et la retraite du régime général elle-même est ultra redistributive. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus assurantielle. Donc on est dans un espèce de statut intermédiaire. Les constructions narratives qui ont servi dans les années 30 autour des assurances sociales à légitimer le prélèvement social au travers des cotisations n'ont plus cours. On est de facto maintenant sur une autre construction qui est, il y a un grand service public de la santé, tous les Français doivent être soignés, la carte vitale fusionnera avec la carte d'identité, elle sera biométrique, et il est interdit de laisser un seul concitoyen sans soins, et donc on est, comme l'éducation nationale, avec un principe de santé gratuite universelle, quoi. Et une fois qu'on a dit ça, on peut concevoir que le ticket modérateur soit sous condition de ressources. Alors, donc là, on a mentionné effectivement deux pistes, à la fois sur la retraite, avec évidemment le relèvement des conditions, le durcissement des conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, hein, et lutter contre les faux vieux, hein, je reprends cette expression. On a vu une mesure, donc effectivement, assurance maladie, qui est la mise en place d'un bouclier sanitaire, ce qui va à l'encontre finalement de la politique, de toutes les politiques qui se sont succédées, où l'objectif, c'était quand même d'éviter le moindre reste à charge et de rendre ça le plus transparent possible pour l'ensemble de la population. Voilà, c'est une vraie, pour le coup, c'est un vrai changement, une vraie rupture. Il y a la question du levier des recettes. Est-ce qu'on pourra faire autrement? Je pense que sur l'assurance maladie, on n'échappera pas à un point de CSG de plus, vu le côté abyssal des déficits récurrents maintenant. Hein.
Ou alors c'est qu'on a basculé dans autre chose, qui est de dire l'assurance maladie, c'est comme l'éducation nationale. Finalement, c'est pas une assurance. Du tout, du tout, du tout. C'est un service public et donc il ne faut pas chercher à l'équilibrer. Mais dire il ne faut pas chercher à l'équilibrer, ça veut dire qu'en fait, elle sera financée par tous les impôts et par la dette. Donc moi, je ne m'y résous pas. Hein. D'accord. Et donc les recettes, c'est une question qui est profondément citoyenne, c'est-à-dire que les Français veulent un service public de la santé très particulier, hein, qui justifie l'annonce faite par le Premier ministre récemment d'ouvrir 5000 centres de santé en région, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent une santé proche, ils veulent une santé ici et maintenant, ils veulent une santé sans faire la queue, ils veulent une santé avec les nouvelles technologies, bon, ouais. Quel est le prix de ça? Est-ce que Français, êtes-vous prêts à augmenter vos cotisations salariales pour ça? On parle pas des cotisations patronales. Êtes-vous prêts à augmenter vos cotisations? Êtes-vous prêts à augmenter la CSG pour ça? Non. Ils vont répondre non. Hein. Pouvoir d'achat. Bon. Si c'est non, à ce moment-là, il n'y a que le reste à charge pour équilibrer. On peut faire un dernier point de CSG, mais après, il faudra demander aux épargnants de contribuer. C'est pour ça que je reviens à cette équation-là, c'est que grosse proportion des dépenses de santé, ce sont les personnes âgées qui ont beaucoup épargné. Et cette épargne, en fait, elle est improductive. Elle va dans des livrets à revenus garantis, elle finance la dette publique. Et donc, à quoi ça rime tout ça, finalement? Avant, vous construisiez votre patrimoine, et dans les années 70, le sommet de votre patrimoine, c'était à 55 ans. À partir de 55 ans, vous commenciez à déstocker. C'est la courbe logique, on va dire. Et la courbe logique. Maintenant, vous déstockez à 75 ans. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas là une partie de la solution à notre problème? Très bien. Alors, une question, il y a une question, là, je vois qu'elle est relativement plébiscitée sur le chat, ça ne m'étonne pas. Donc, sur le levier des recettes, bien sûr, et sur la question des exonérations, des exemptions de cotisations sociales. Oui. Donc, alors, la question indique qu'effectivement, il y a 2 fois plus d'exonérations qu'en 2017, mais il y a quand même, je dois quand même ajouter qu'il y a une très grande partie qui est compensée à la Sécu à travers justement l'affectation de recettes qui n'étaient pas initialement affectées à la Sécu, donc notamment la TVA, hein, puisqu'en fait, cette TVA, aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a une TVA sociale cachée, puisqu'on compense à la sécurité sociale une partie des exonérations par une affectation de fraction de TVA, ce qui peut être assez étonnant. Alors donc la question, c'est effectivement le levier des recettes. Donc vous y avez répondu, mais est-ce qu'il n'y a pas, comment faire est-ce qu'il faut encore mieux bétonner la séparation entre sécurité sociale ou État, ou ce que vous avez dit au début, ça induirait que cette séparation, elle n'a plus lieu d'être parce qu'on n'est plus dans les années 70. Moi, je trouve qu'on perd un peu notre temps dans les démarches. C'est pas moi, c'est ma sœur. Hein, mon frère. Hein? Ou mon frère. Ou mon frère. La vérité, c'est qu'il y a un continuum. C'est qu'il y a absolument un continuum. Donc notre sujet, c'est il y a une économie qui court derrière l'État-providence depuis 40 ans. L'État-providence galope devant. Et qui n'arrive pas à produire la valeur permettant de financer tout ça. Et donc, entre l'économie et l'État-providence, il y a les impôts personnels et l'épargne des concitoyens. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Les exonérations de charges, donc c'est 80 milliards aujourd'hui. Si on ne les avait pas faites, le chômage serait... Oui, il faut le rappeler ça aussi quand même. N'aurait pas baissé. Et donc quand on regarde les chiffres, les exonérations, c'est 80 milliards aujourd'hui et les charges de versement d'allocation chômage de l'UNEDIC ont elles-mêmes été, dans la même période, divisées par au moins 2, passant de 80 à 40 milliards. Hein. Donc il faut toujours se souvenir qu'il y a 40 milliards entre 2020 et 2023. Si on remonte plus haut, c'est encore plus, d'économies dans l'UNEDIC, qui sont la conséquence directe des allègements de charges qui ont permis de créer des emplois et d'éviter du chômage. Donc,
Je pense que l'équation est assez claire. Si on veut garder 7% de chômage, il faut continuer de réduire le coût du travail entre 1 et 2 SMIC, grosso modo. Hein, et ça a le coût dont on parle là. Mais ça n'est guère que la conséquence du choix fait dans les années 70 d'augmenter, c'était Raymond Barre, systématiquement les cotisations sociales dès qu'il y avait le moindre déficit de la Sécu, hein, au lieu de réduire les prestations. Bah oui. Il a systématiquement augmenté les cotisations. Mais parfois, c'était 2 points d'un coup. Et 6 mois plus tard, on recommençait. Et puis ensuite, on déplafonnait. Enfin, il n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Il s'en est expliqué ensuite. Il a dit « je ne le regrette pas ». Mais ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que ça serait à ce point une des explications du chômage de masse de la France. Oui, juste avant 1974, alors où commence le livre, il y a 1972 avec la création notamment des majorations de durée d'assurance, une réforme du régime général qui est extrêmement favorable et qui a des impacts financiers qui peuvent être tout à fait légitimés et légitimes, mais qui sont importants à terme. Beaucoup de questions là sur effectivement comment, à partir du moment où on essaie de lutter contre les faux vieux, là, donc on les met au travail entre 60 et 70 ans, mais comment faire, je caricature la question, comment faire pour garantir que les entreprises puissent les garder pendant leur fin de carrière? C'est évidemment fondamental, mais c'est une autre manière de dire que ce que nous avons face à nous, c'est un changement systémique de la société française. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire les faux vieux doivent travailler et les foutre à la porte. Donc dans les entreprises, il faut que les politiques sociales changent. Il faut absolument permettre, alors dans le monde salarial, mais également dans le monde des indépendants, à cette nouvelle classe d'âge, à laquelle il faut donner un nom d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des seniors. Les seniors, c'est plus tard. La carte senior de la SNCF, par exemple, il faut la débaptiser. Non mais sans blague, c'est-à-dire que sinon on se trompe. C'est comme le mot adolescence. Le mot adolescence a été inventé dans les années 50-60. Avant, il n'existait pas. Cette catégorie est apparue. Avant, on était enfant puis adulte, et on mettait une cravate à 17 ans. Et donc, et là, c'est la même chose. Donc, moi, je dis, c'est les experts, c'est les émérites, c'est la force de l'âge. Il faut trouver le verbatim, mais il faut les maintenir en emploi. Ce qui suppose que les DRH des groupes et des entreprises soient responsabilisés sur la question. Un changement absolument complet. Ça peut se traduire, d'ailleurs, les Italiens font ça, par des groupes salariés en cloche. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que parce que la personne va avoir un rythme de travail un petit peu ralenti, un peu plus doux, à partir d'un certain âge, elle sera moins payée. Mais comme elle a beaucoup épargné, que les enfants sont partis et qu'elle a payé son logement, c'est moins nécessaire. Pourquoi ne pas en parler? Ça, c'est très... En France, là, pour le coup, c'est très... c'est un des sujets. Et une question qui rejoint la question dont on vient de parler, c'est celle... Alors oui, ça réagit sur la problématique du départ à la retraite des cadres pour carrière longue. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, oui, le départ à la retraite pour carrière longue des cadres, est-ce que c'est pas lié à la question du bien-être au travail et à la question de la santé mentale? Et donc, c'est un peu toute la question générale des conditions de travail, de l'organisation du travail en France, de la qualité de vie au travail, dont on peut considérer, il y a un rapport de l'IGAS qui est relativement récent sur le sujet, dont on peut considérer qu'elle est un peu inférieure par rapport à ce qu'on peut constater dans le standard des pays développés. Alors, est-ce que c'est vrai? Bon, question... Je suis un peu surpris, moi. Quand j'ai vu le rapport de l'APEC sortir la semaine dernière qui disait que 30% des cadres étaient en souffrance mentale, j'ai ouvert le débat à mon COMEX vendredi matin en disant, les gars, là, vous vous reconnaissez, là, je ne parle pas de vous, mais dans la BPI, est-ce que vous avez le sentiment que 30% de l'encadrement est en souffrance mentale? Et les réponses étaient intéressantes d'ailleurs. C'était non, évidemment pas, il y a pas, non, c'est pas ça. Mais ce qui n'est pas évident pour les cadres, en l'occurrence encadrants, c'est le changement des nouvelles générations qu'ils ont à gérer et qui sont beaucoup plus dures qu'avant. Et qui sont beaucoup plus prenantes. Donc ça, je veux bien reconnaître qu'il y a une charge mentale, mais c'est pas une charge mentale qui est liée à quelque chose qui serait descendant
paternaliste, autoritaire, vertical, avec ce que je vois partout, là, c'est-à-dire des indicateurs quantitatifs, alors peut-être dans l'administration, mais dans les entreprises que je connais bien, ça fait 30 ans que j'ai des boîtes, c'est pas vraiment ça que je verrais, moi. Hein. En revanche, c'est vrai que la charge managériale d'une société qui est la nôtre, hein, où beaucoup de repères ont été quand même un peu perdus. Et plus complexe. Avec le télétravail en particulier, mais beaucoup de disciplines ont été perdues. Les ruptures conventionnelles, tout le monde les demande. C'est difficile de les refuser. Enfin, tout ça. Bon, ça, je veux bien le reconnaître. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on arrive un peu au terme de cet échange. Une dernière question, c'est est-ce que, au fond, qu'est-ce qui a rendu possible cette anesthésie par rapport à la dette sociale? Est-ce que alors, c'est l'euro, clairement, pour vous? C'est clairement l'euro, oui, bien sûr. Oui, c'est complètement l'euro, parce que avant l'accord de rappel, c'était le change. Hein, donc les marchés d'échange punissaient, les marchés d'échange, c'était le big stick. Et puis il y avait l'interprète des marchés d'échange qui était le ministre des Finances, qui était donc très puissant, qui disait si je fais ça, les marchés vont pas suivre. Et puis il y avait le président de la République, qui était le maître de la dépense publique, et qui était capable de dire non mais là je suis bien obligé d'écouter Bérégovoy. Hein, je suis bien obligé d'écouter le marché d'échange, tel que l'oracle de Bercy me rapporte ses propos. Hein. Et du jour au lendemain, ça a disparu. Puisque le déficit de la France, la dette sociale de la France, n'a aucun impact sur le cours euro-dollar. Aucun. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Hein, jusqu'à ce qu'il y ait une crise systémique d'une nation too big to fail comme la France. Mais pendant des années, ça ne posait aucun problème. La seule difficulté, le seul moment délicat, c'était les rendez-vous avec nos homologues européens, où on était obligé de leur dire que malheureusement, une fois de plus, on n'y était pas arrivé. C'est ce qui est un peu continu d'ailleurs. Et ce qui était à peu près tous les ans. Et ils nous regardaient avec une terrible compassion, parfois avec le sourcil froncé, mais c'était la France. Hein et il y a toujours eu de bonnes raisons de ne pas être au rendez-vous des promesses qu'on avait faites. Mais les autres pays européens, quant à eux, ont tenu leurs finances. Parfois, on les a aidés par une intervention extérieure, c'est le cas des pays du Sud, mais depuis le coup de semonce qu'ils ont reçu en 2010, 2011, 2012, leurs finances sont incroyablement tenues. Près d'une quinzaine d'années maintenant. Hein, et les pays d'Europe du Nord se sont ajustés tout seuls. Absolument tout seuls. Donc la France fait figure d'isolat dans cette affaire. Et c'est un isolat qui est protégé par l'euro. C'est d'où le paradoxe de partie de nos concitoyens qui pensent que c'est la faute à Bruxelles. Mais c'est pas du tout la faute à Bruxelles. S'il n'y avait pas Bruxelles, on n'aurait pas l'État-providence qu'on a aujourd'hui. Hein. Il y a quantité de droits qui ont été créés depuis une vingtaine d'années qui n'auraient pas pu être créés et qui ont été créés sous l'ombrelle de l'euro. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Dufourcq sur cette conclusion paradoxale mais qui est très enrichissante. J'espère que vous avez suivi cet entretien avec intérêt et puis on se retrouve donc à 16h30 avec une table ronde qui va être consacrée à la TVA sociale. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une fausse vraie idée? Est-ce que c'est une vraie bonne idée? On essaiera d'avoir, on aura des regards et voilà, on a effectivement indiqué que d'une certaine manière elle existait aujourd'hui. On aura donc des échanges là aussi qui seront dans de personnes qui ne pensent pas du tout la même chose sur le sujet. Donc soyez présents à 16h30 sur cette table ronde. Merci. Merci.